Bienvenue sur le ring, Abdelmjid. Merci, c'est Rachid, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé sur le ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle que vous êtes député Istiqlal et membre également du parti, donc en qualité de membre du comité central. C'est ça. 3 rondes thématiques avec vous. Première ronde, 18e congrès de l'Istiqlal, prévu fin avril. Fin avril, la date n'est pas encore précisée, mais en tout cas, est-ce que ça sera la fin d'un suspense ou le début d'une nouvelle ère, avec un point d'interrogation. Deuxième round, élection du secrétaire général, le changement ou la continuité, vous nous direz également. Et enfin, troisième round, est-ce que ce 18e congrès va te donner le coup d'envoi d'un remaniement gouvernemental? Est-ce que la voie est tracée? Pour cela, là, vous nous direz également ce que vous en pensez, Abdelmjid Fassiferi. Mais sur le premier round, 18e congrès de l'Istiqlal, fin d'un suspense ou le début d'une nouvelle ère? C'est normal qu'il y ait une attente par rapport à un congrès organisé de la part du plus vieux parti au Maroc, le parti de l'Istiqlal, donc c'est normal qu'il y ait des attentes. On a pris un peu de retard, c'est vrai. Un peu de retard, c'est quoi? Quand on a pris quasiment 2 ans de retard, c'est un peu ou c'est beaucoup de retard? Écoutez, 2 ans, il y a eu le Covid, ça c'est un élément qui a fait que les choses se sont faites de manière un peu plus lente. Il y a eu une crise avec les groupes parlementaires il y a une année, mais ça allait se faire il y a une année. Mais c'est ce problème qu'il y a eu avec les groupes parlementaires du parti qui a fait qu'on a tardé un an. C'est-à-dire les groupes parlementaires le groupe parlementaire du parti? Dans les 2 chambres. Maintenant, pour un parti qui a presque 100 ans, oui. 2 ans de retard, je dirais, c'est pas très grave. Bien sûr, il faut respecter les délais, oui. Mais si c'est pour garder une stabilité politique en interne, c'est pas très grave. Donc en fait, si j'ai bien compris, ce 18e congrès aurait dû se tenir en 2023 ou en 2022? Il allait se tenir il y a 1 an. En 2023. Ouais. Donc là, ça a été repoussé. Ça a été beaucoup attendaient. parce qu'il y a eu une petite crise avec les groupes parlementaires du parti qui a fait qu'on a plus attendu pour l'organiser en avril. Est-ce que j'ai envie de dire, vous avez pris votre temps pour régler cette crise? C'est-à-dire pour un parti en plus qui gère les affaires du pays, on est bien d'accord? Je rappelle que vous avez 4 ministres au gouvernement. En même temps, vous dites voilà, nous on a pris quasiment plus d'1 an pour gérer une crise interne. On prend le temps nécessaire pour faire en sorte que le parti reste stable et reste capable justement d'apporter une valeur ajoutée, notamment au gouvernement. Et tout ça, il aura fallu plus de 14-15 mois pour ça. Pour arriver à cet objectif. Encore une fois, pour un parti centenaire qui a vécu déjà des crises auparavant, je vous rappelle la crise de 59 qui a vu la scission du parti et la création de l'UNFP, qui était une réelle crise, et le parti s'en est toujours sorti et resté solide. Donc là, c'est une petite crise qui est maintenant derrière nous. C'est-à-dire que la petite crise est derrière nous. C'est-à-dire, on disait grosso modo, il y avait 2 clans. Un clan qui est proche du secrétaire général Nizar Baraka et un autre clan qui est beaucoup plus proche de l'entourage du président de la 2e chambre du Parlement. C'est comme ça que les choses étaient présentées, en tout cas de l'extérieur. C'est l'image véhiculée. Je ne crois pas qu'il y ait 2 clans. Non. La crise, par exemple, qu'il y a eu avec les groupes parlementaires, c'était une décision du comité exécutif avec son secrétaire général qui n'a pas plu au groupe parlementaire. Et c'est ce qui a fait que ça a ralenti un peu les choses. Le groupe parlementaire qui avait des revendications à cette époque-là? Des revendications tout à fait logiques et normales. Juste pour replacer les choses dans leur contexte et pour que nos téléspectateurs puissent savoir de quoi il s'agit, le comité exécutif était parti en conclave en août dernier pour réfléchir un peu sur les différents amendements qu'ils pouvaient apporter au règlement intérieur. Et parmi ces modifications, il proposait que les députés, qui sont de fait membres du Conseil national du parti, ne le soient plus et se présentent comme les autres membres du parti pour être élus membres du Conseil national. Ce qui est, à mon sens, une hérésie. Certains le voient comme une logique démocratique. Ça n'est pas une logique démocratique. Mais certains le voient comme une logique démocratique, y compris au sein du parti. Je vais vous expliquer. Vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle le petit déjeuner du président de la République. C'est quoi? Le président de la République prend un petit déjeuner avec son groupe parlementaire toutes les semaines. Ça montre l'importance des députés. Nous, les députés, nous représentons le parti au Parlement. Nous votons les lois, les différentes mesures en fonction des consignes du parti que nous représentons. Donc il est tout à fait normal et logique que nous soyons membres du Conseil national pour que nous puissions être dans les réunions du Conseil national qui vont prendre ces décisions que nous allons voter au Parlement. Vous arrivez à concevoir aussi qu'il faut dégraisser aussi le nombre de membres au Conseil national, je crois le nombre de ces 1200
personnes qui 1400 siègent. aujourd'hui. 1400, c'est énorme. Oui, C'est quoi, est-ce que, très honnêtement, Abhijit Fassiferi, est-ce qu'un parti moderne aujourd'hui, même s'il est historique, qu'il est ancien, mais il peut aussi se moderniser, est-ce qu'il est logique d'avoir autant de congressistes, de membres au Conseil national? Mais justement, c'est dans les objectifs aujourd'hui de réduire le nombre de membres du Conseil national qui n'étaient que de 900 juste avant l'ancien congrès. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse et donc nous allons vers cet objectif encore une fois. Mais ça n'est pas une donne qu'on a depuis longtemps. En tout cas là-dessus, c'est tranché aujourd'hui. Oui, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité pour qu'il y ait une réduction du nombre de membres du Conseil national. Mais une réduction qui soit tolérable. En tout cas, donc le congrès, le 18e congrès de l'Istiqlal, donc va se tenir fin avril. Ce qui n'est pas tranché, est-ce que c'est le week-end du 19-20 ou du 26-27? C'est plutôt le 26-27 fin avril. Ça dépend, c'est pas encore tranché. Donc. Et c'est le comité préparatoire qui va décider justement. Qui se réunit la semaine, le 2 mars. Le 2 mars. Donc c'est là où la date sera tranchée. Elle sera fixée, oui. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à du renouveau au niveau de ce congrès, dans l'organisation? On a vu que le PAM vous a devancé, puisqu'ils ont organisé leur congrès bien avant vous, et ils ont respecté les délais. Ça ne vous gêne pas ça? Que le PAM ait organisé son congrès dans les délais. Je vous ai dit encore une fois qu'il y avait des raisons objectives qui ont fait que nous avons tardé un peu. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le bon chemin pour organiser le congrès. Et juste pour vous dire, le parti a deux rôles en fait. Le premier rôle, c'est le rôle d'organiser, si vous voulez, la diversité de la volonté populaire. C'est de faire vivre la démocratie, c'est de faire vivre le débat d'idées, c'est de questionner les lois actuelles, de penser leur évolution, de penser la société. Ça, c'est un premier rôle. Écouter aussi les besoins des populations et les transformer en propositions concrètes. Ça, c'est un premier rôle du parti politique. Le deuxième rôle, c'est d'organiser la sélection des candidats aux différentes élections. Alors, par rapport à ce premier rôle, je pense que le parti a une opportunité extraordinaire aujourd'hui. Et il a un potentiel extraordinaire. Avec ce congrès? Avec ce congrès, bien sûr. Parce que le parti est très bien organisé, il faut le savoir. C'est l'un des partis les mieux organisés au Maroc. D'accord. D'ailleurs, nous constatons que beaucoup de partis essaient de calquer leur structure et leur organisation sur celle du parti de l'Istiqlal. Juste pour vous rappeler, nous avons à peu près, au-delà des structures classiques de la jeunesse, de la femme, nous avons 24 alliances professionnelles. L'alliance des avocats, des médecins, des pharmaciens, des journalistes, des sportifs, des topographes, etc. Donc, nous avons aussi des syndicats. Le syndicat classique qui est connu, c'est l'UGTM, mais nous avons aussi le syndicat des étudiants, le syndicat des agriculteurs, l'UGEP qui est la CGM du parti. Donc nous sommes très bien structurés. Très bien structurés, mais on ne vous entend pas aussi. Cette structure-là, est-ce qu'elle est audible dans le débat public? C'est pour ça que parmi les choses à faire pour le prochain congrès, c'est renouveler toutes ces structures aussi, parce qu'elles ont vécu une sorte de paralysie ces 2 dernières années. Renouvellement d'idées ou renouvellement de personnes? Renouvellement de personnes et bien sûr par voie de conséquence d'idées. Et donc il faut un renouvellement des élites, un rajeunissement et puis qu'il y ait des critères spécifiques sur la sélection de ces gens. Proximité avec le terrain, c'est très important, mais aussi effectivement et bien entendu l'intégrité et la compétence. Donc nouvelle ère, ça veut dire plus de proximité du parti de l'Istiqlal avec les citoyennes et les citoyens. Ce sont juste des critères essentiels qu'il faut prendre en compte. La proximité et la compétence. Parce que la compétence sans proximité, il n'y a pas de résultat. Il faut les deux. Et l'intégrité, bien entendu, qui rassemble tout ça. Certains considèrent, mais quand est-ce que l'Istiqlal va se poser, en tout cas pour changer de nom? Parce que l'indépendance du pays, elle a plus de 70 ans. Et que c'est un parti qui se revendique encore Istiqlal, donc indépendance. Est-ce qu'il y a besoin aussi de rafraîchir un petit peu ne pense pas. Le nom du parti? Nouvelle ère, 21e siècle aujourd'hui, on est orienté sur 2020, 2030, 2040? Je ne pense pas. Non. Toutes les mesures et tout ce sur quoi nous travaillons visent à l'indépendance du citoyen. Pour qu'il trouve du travail, pour qu'il ait une autonomie, une indépendance. Pour qu'il étudie, qu'il ait des diplômes, pour avoir une indépendance académique et intellectuelle. Donc c'est l'indépendance l'indépendance alimentaire, la souveraineté, c'est l'indépendance. Donc au contraire, je trouve que le nom d'Istiqlal n'a jamais été aussi d'actualité, autant d'actualité qu'aujourd'hui. Et je rajoute d'ailleurs qu'il y a encore les villes de Ceuta et Melilla qui sont encore sous protectorat espagnol. Et donc l'indépendance n'est pas complètement aboutie au Maroc. Donc le nom a toute cette indépendance, donc en fait, elle est beaucoup plus élargie qu'il y a 70 ans.
Oui, En 70, c'était l'indépendance du pays. Aujourd'hui, cette indépendance, elle est beaucoup plus large. On évolue avec son temps. Deuxième round, élection donc, du secrétaire général, parce qu'il y aura un secrétaire général qui sera élu. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Le changement ou la continuité? Avec un point d'interrogation. Gilles Fassiferry. On verra qui va se présenter. Aujourd'hui, il n'y a encore aucun candidat. Oui. Ben, il n'y a pas de date en fait, de déclaration de candidature qui a été définie pour l'instant, à ma connaissance. C'est ce qui va être fait le 2 mars. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un copier-coller de ce qui se passe traditionnellement au niveau de l'Istiqlal, d'ailleurs, et ce qui s'est passé récemment au niveau du PAM, c'est-à-dire aucune déclaration de candidature jusqu'à l'ouverture du Congrès. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à cela? Non, pas du tout. Donc, je sais pas, je vous pose la question, ça s'est passé ainsi au niveau du PAM? Non, il y a un délai qui est ouvert avant le Congrès où les différents candidats posent leur candidature et ça sera la même chose pour le secrétariat général et pour le comité exécutif. Mais est-ce que ça veut dire que Nizar Baraka pourrait être candidat à un deuxième mandat selon vous? Je pense qu'il le sera. Il le sera. Est-ce que selon vous aussi, Gilles Fassiferry, il peut y avoir d'autres candidatures? Peut-être la vôtre d'ailleurs. Je ne peux pas encore, puisqu'il faut avoir un mandat de comité exécutif. Si vous aviez pu, vous seriez présenté? On en parlera dans 10 ans. On en parlera dans 10 ans. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des candidatures plus ou moins et des noms qui circulent? Toute personne qui a la possibilité de se porter candidate pourra le faire. Je veux dire, voilà. En tout cas, vous êtes pour. C'est ouvert à tout le monde. Vous êtes pour le fait que Nizar Baraka reconduise et soit reconnu pour un deuxième mandat et fasse acte de candidature? Oui, je pense que oui. Il a montré qu'en termes de résultats, le parti avait eu de bons résultats aux élections dernières. On a fait un saut qualitatif et quantitatif réel. Vous n'êtes pas arrivé premier? Non, on n'est pas arrivé premier, mais on est passé de 46 à 82. Donc c'est pratiquement le double. Mais devant vous, il y avait le PAM en 2021 et le RNI surtout. On vient de 46, donc bon. Mais voilà. pour un parti, vous l'avez dit, le plus ancien, le mieux structuré, mais pour autant, vous êtes arrivé troisième aux élections législatives 2021. Oui, en tout cas, le mandat de Nizar Baraka est positif et lui permet de se représenter. Est-ce que ce qui s'est passé au niveau du PAM dernièrement, avec une gouvernance tripartite, c'est-à-dire pas la culture du Zaïm, c'est-à-dire un chef et ses acolytes autour, mais d'avoir une gouvernance très collégiale. Est-ce que ça peut être inspirant aussi du côté de l'Istiqlal ou pas? Déjà, n'est pas Zaïm qui veut. On ne se décrète pas Zaïm. D'accord. L'époque des Zaïm s'est terminée il y a 50 ans. D'accord. Par exemple, dans notre parti, notre Zaïm, c'est El Fassi, mais il a été exilé au Gabon pendant 9 ans. Il est rentré, il n'a connu sa fille qu'à l'âge de 9 ans. Il a survécu à des tentatives d'assassinat. Je veux dire, on n'est pas Zaïm comme ça. C'est terminé. On peut parler de culture du chef. À la limite, je peux discuter avec vous. Culture du chef. Mais ça, c'est important parce que je retrouve le lexique que l'on a au parti, je le retrouve dans d'autres discours. La culture des Zaïm aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, ce qu'a voulu d'ailleurs enterrer le PAM il y a 2-3 semaines, c'est la gouvernance avec un seul chef. D'accord. On est bien d'accord. Donc d'où la culture un peu du Zaïm, un seul chef. D'accord, mais c'était important de le souligner. Je pense que la culture classique qui est d'avoir un leader que l'on peut sanctionner à la fin, un leader qui soit responsable. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est la pratique qui définit s'il y a démocratie interne ou pas. Ce n'est pas le format. D'accord. C'est la manière dont on est élu aussi, non? Non, mais vous pouvez avoir un ou une secrétaire générale, mais qui soit dictateur comme grand démocrate. Oui, de la même manière, vous pouvez avoir une direction collégiale qui ne soit pas démocrate. Je veux dire, c'est comment ils pratiquent la démocratie en interne qui fait qu'on sait si... Ce n'est pas le format. Donc nous sommes attachés, tout ça pour dire qu'au Parti d'Istiqlal, nous sommes attachés au format classique du secrétaire général. Donc vous restez classique, il n'y aura pas d'innovation. Ce n'est pas de l'innovation, au contraire. D'ailleurs, si vous faites un benchmark, dans les plus grandes démocraties dans le monde, dans les plus grands partis politiques démocratiques, c'est un secrétaire général, c'est un leader politique. Les travaillistes et les conservateurs, les républicains, les démocrates, en France, en Espagne, en Italie, je veux dire, c'est le format classique. Donc ce qu'a validé comme gouvernance le PAM, il y a rien d'innovant. Deux, ça le. C'est pas il n'y a rien d'innovant. On attend la pratique. Ben oui, en tant que citoyen, c'est bien. Je respecte toutes les propositions, mais j'attends la pratique. En tant que jeune, parce que je veux dire que ce soit Saladin Aboulrali ou Mehdi Ben Saïd, c'est deux personnes qui ont à peu près votre âge. Oui. Ça aurait été sympa d'avoir des Gilles Fassiferry aussi qui entourent Nizar Baraka, non? C'est pour ça que je parlais de renouvellement des élites. Donc si par rapport au comité exécutif, il pouvait y avoir un rajeunissement, et même dans toutes les structures, ça c'est un argument qui me parlerait. Mais ce n'est pas juste le format d'avoir 2 ou 3 ou 1 ou 4, c'est pas ça. Il faut avoir un leader pour qu'on puisse
sanctionnés à la fin. Brigitte Facile-Ferry, comment pourrait, donc vous dites, de toute façon, les déclarations de candidature ne sont toujours pas ouvertes, ils le seront après le 2 mars. Tout à fait. On est bien d'accord? Oui. L'élection pourrait se faire comment, comme d'habitude? L'applaudimètre? Ah, c'est pas du tout comme ça que ça se ben, fait. je sais pas, Vous êtes resté peut-être il y a 50 ans. Ah non, je ne suis pas resté il y a 50 ans. Je ne suis pas resté il y a 50 ans. Il n'y a pas d'applaudimètre, il y a des élections. Il y a les élections. Bien sûr, que ce soit le mandat précédent, le congrès précédent, le congrès d'avant, le congrès d'avant. Donc on fait élection du secrétaire général. On comptabilise, c'est les bulletins? Bien sûr. Papier? Oui. Papier. Oui, comme quand on va voter lors des élections législatives. Pour le secrétaire général, et ensuite il y a une élection pour le comité exécutif politique. Vous n'avez pas l'intention de digitaliser, vous êtes smarté, vous? Alors ça, c'est à partir du 2 mars, justement, c'est au comité préparatoire de penser tout ça, justement. Et ça peut être une idée. Oui, ben, je sais pas. Oui. Ouais. Parce que c'est le bout de papier, en fait, pour un parti qui est en train de se moderniser, qui dirige un peu le pays. Maroc Digital Nation, non? L'État marocain utilise le bout de papier aussi pour les élections, donc je ne vois pas où est le mal. C'est efficace. C'est peut-être un parti comme le vôtre qui doit donner l'exemple, non? Sur la digitalisation. Encore faut-il débattre sur ça et voir si c'est réellement plus intéressant. On parle d'intelligence artificielle, je crois que vous avez organisé d'ailleurs en commission parlementaire un débat sur justement la place et le rôle. Créer une commission, donc je ne me suis pas trompé. Non. Donc vous êtes digitalisé. Vous ne vous trompez jamais. Oh, je ne sais pas, si, non, je me trompe, je suis un être humain. C'est vrai? Je me dis, oui, c'est l'intelligence artificielle, la digitalisation, est-ce qu'elle pourrait faire son apparition pour l'élection transparente du futur secrétaire général de l'Istiqlal au lendemain de ce 18e congrès? Ça pourrait être un élément, encore une fois, c'est au comité préparatoire de décider. La direction pourrait prendre le parti avec le nouveau secrétaire général, si l'hypothèse que Nizar Baraka soit reconduit dans ses fonctions, c'est qu'on repartirait sur 4 ans identiques aux 4 années de gouvernance qui viennent de s'écouler? Non, je pense justement qu'il faut changer ça. Mais changer quoi? Aller de quel côté? Est-ce que c'est juste un changement d'organisation ou c'est un changement de direction et de ligne politique, sachant qu'il y a le target 2026 avec les élections qui se profilent? Le PAM, vous avez entendu comme moi, ils assument le fait qu'ils se préparent pour 2026, ils assument le fait que ce qui est prioritaire pour eux sera la moralisation de la vie publique et de mettre en place toute une charte de valeurs pour l'intégration et la validation de tous les candidats qui seront candidats à des élections. Est-ce que là-dessus, c'est... Tout parti aspire à 2026 déjà. Et donc nous, parti de l'Istiqlal, nous aspirons à être premiers à diriger le gouvernement de 2026. C'est logique, c'est légitime. Bien. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'à partir du prochain congrès, il faudra faire un travail sur le socle idéologique du parti. On a encore une fois notre Zaïm El-Fassi qui a eu une productivité intellectuelle et académique incroyable. Et donc je pense qu'il faudrait faire un travail sur ça pour remettre au goût du jour un certain nombre d'éléments qu'on puisse essayer de faire passer aux citoyens marocains. Donc ça, c'est un travail qu'il faudra faire. Aussi, il faudra, je pense, qu'il y ait plus de communication avec les militants du parti. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le comité exécutif du parti a présenté sa feuille de route sur la Moudouana à la commission. D'accord? Malheureusement, cette feuille de route n'a pas été débattue avec les militants. Et c'est ça qui manque. Moi, j'aimerais que ça vienne d'en bas. J'aimerais que ce soit les militants dans les différentes structures qui puissent débattre de sujets spécifiques, de grands dossiers, pour qu'ensuite, il y ait une validation au niveau du Conseil national pour que tout le monde s'identifie aux propositions que peut avoir le parti. Sur la probité et sur la transparence et sur le fait qu'aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens marocains, qui soient sympathisants ou pas de l'Istiqlal d'ailleurs, attendent aujourd'hui d'avoir des élus qui soient honnêtes. La probité. Oui. On a vu que vous avez entendu comme moi, que ce soit Fatima Zahra Mansouri ou Mehdi Ben Saïd, donc c'est-à-dire la gouvernance collégiale du PAM, insistait beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il y avait des airs de l'affaire d'Escobar du désert, donc avec des élus de ce parti directement impliqués et concernés. Mais est-ce que Brigitte Facile-Ferry, vous considérez que le parti doit mettre aussi le curseur là-dessus? C'est un élément majeur et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième rôle d'un parti politique, c'est d'organiser la sélection des candidats aux différentes élections. Et donc il faut mettre des critères très spécifiques et c'est l'intégrité, c'est la compétence, l'honnêteté, la compétence et la proximité. Donc l'intégrité, je l'ai mis comme élément. Je pense que c'est un élément majeur et c'est aussi un élément qui fait que les citoyens et les jeunes aussi font confiance ou pas aux partis politiques et donc peuvent regagner la confiance ou pas. Parce que le parti Istiqlal, comme beaucoup d'autres partis, a des élus qui ont été pris en grippe
est sous les radars de la justice, on est bien d'accord. Oui, et la Cour des comptes. Oui, tout à fait. Donc il y a aussi, vous attendez-vous à ce qu'il y ait un... Il faut. Et moi, en tant que député, j'appelle à ce qu'il y ait un sursaut à ce niveau-là. C'est essentiel. Sursaut citoyen? Non, un sursaut aux dirigeants du parti. Dirigeants du parti. Troisième round. Beaucoup considèrent, à tort ou à raison, mais là vous nous direz aussi votre point de vue à Mjid Fassifiri, que le remaniement ministériel redevient d'actualité, même si on en parle depuis plus de 2 ans, compte tenu que le PAM a tenu son congrès, et compte tenu que le Istiqlal va tenir son congrès fin avril, que du coup c'est la voie tracée, en tout cas dégagée, pour la mise en route d'un remaniement gouvernemental et ministériel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que si le remaniement va avoir lieu, il va avoir lieu. De toute façon, je pense que la majorité et la coalition gouvernementale va rester identique, ne va pas changer. Donc, qu'est-ce qui ne va pas changer? Les équilibres, distribution des portefeuilles ministériels? Non, je pense que les 3 partis vont rester au gouvernement. Ouais. Donc, que le remaniement ait lieu en avril, en juin ou en septembre n'a pas vraiment de lien avec la tenue du congrès. Il peut y avoir effectivement 6 remaniements, mais est-ce que vous considérez dans un premier temps que, effectivement, à partir du moment où le Istiqlal aura organisé son congrès, que ce sera peut-être beaucoup plus simple, en tout cas, d'engager un remaniement gouvernemental? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'opérer un remaniement. C'est normal, ça fait 2 ans et demi, on est arrivé à la mi-mandat. Il y a les secrétaires d'État qui attendent peut-être d'être nommés également pour ramener du souffle à ce gouvernement. Donc oui, je pense qu'il est temps. Après, bon, vous savez comment ça se passe. Ça se décide au niveau du Premier ministre et de Sa Majesté. Et donc, mais je pense que le moment est arrivé. En tout cas, effectivement, si les 3 partis qui constituent la coalition gouvernementale depuis octobre 2021 seraient maintenus et seront maintenus dans la perspective d'un remaniement, c'est peut-être pas forcément le cas des ministres qui sont aujourd'hui aux responsabilités, y compris les ministres istiqlaliens. Il se pourrait, je rappelle qu'il y a 4 ministres istiqlaliens dans ce gouvernement composé et constitué de 19 ministres. Il se pourrait que ce soit puis eux, par contre, certains d'entre eux pourraient ne pas être conduits. Est-ce que cette... Ils pourraient au même titre que d'autres ministres. Maintenant, je parle pour l'Istiqlal en tout cas. Oui. Est-ce que Riyad Mezoul au commerce et à l'industrie, Awatif Hayat, ministre du développement social et de la famille, c'est Mohamed Abdjelil en charge du transport, et bon, Nizar Baraka, secrétaire général en charge de l'équipement et de l'eau. En tout cas, je saisis cette occasion. Et le président de la deuxième chambre. Je saisis cette occasion pour... Non, le président de la seconde chambre, c'est en octobre. Parce que la mi-mandat est à 3 ans et pas 2 ans. Donc lui, il ne sera pas en ballottage. Parce qu'ils ont un mandat de 6 ans. D'accord. Voilà. Donc, je saisis cette occasion pour vraiment mettre en avant tout le travail qui a été fait par nos ministres. Un travail exceptionnel. Je trouve qu'ils sont... Oui. Peut-être qu'ils sont moins en termes de nombre que les autres, mais en termes qualitatifs, ils font un excellent travail et ils t'icharfou b'l-hizb. Donc vous souhaitez que si remaniement gouvernemental il y a après, à la suite de ce 18e congrès du parti, que ces ministres istiqlaliens qui font partie de ce gouvernement soient maintenus? Je pense en tout cas Vous allez militer pour ça en tout cas? Je pense en tout cas qu'ils ont un bilan positif à la tête de leur portefeuille. En tout cas, le clan, même si vous n'aimez pas ce terme-là, ceux qui étaient en friction, où il y avait des tensions avec l'entourage de Nizar Baraka, considéraient se montrer très critiques sur la nomination de certains ministres qui font partie de ce ministres istiqlaliens qui font partie de ce gouvernement, en disant qu'ils n'avaient pas forcément de légitimité. Et que voilà. Donc est-ce que du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi, que ça puisse donner lieu à des prises de bec, à des négociations aussi, internes au parti, sur d'éventuelles nominations d'autres personnes à la tête d'autres départements ministériels istiqlaliens? Ces critiques, elles étaient mises en avant au début. Après, ça s'est arrangé puisque justement les ministres ont fait un bon travail. Donc les militants ont vu qu'il y avait du répondant, notamment les députés qui étaient... voilà, ils ont bien travaillé avec les ministres actuels. Maintenant, je pense que c'est la nature humaine. Voilà, il y a des ambitions personnelles qui sont justifiées d'ailleurs. Et donc c'est normal que quand il y a une échéance, quand il y a une nomination, un remaniement, eh bien, il y a des ambitions qui se montrent et ça peut créer des petits conflits. Et justement, le secrétaire général, c'est ça son rôle, c'est justement d'essayer de rassembler. De rassembler, oui. Autre critique aussi, qui pourrait refaire son apparition d'ailleurs, peut-être éventuellement, c'est de considérer que Nizar Baraka n'avait pas forcément très bien négocié avec Aïssa Khnouch et Abdi Fouabi à l'époque sur la distribution des portefeuilles ministériels, considérant que le secrétaire général, d'ailleurs en l'occurrence Nizar Baraka, n'avait à l'époque, on lui avait octroyé que le ministère de l'équipement et de l'eau, et que l'Istiqlal fondamentalement n'avait pu négocier que 4 portefeuilles ministériels et la présidence de la deuxième chambre. Donc ça aussi, ça avait été les critiques
émanant de l'entourage du président de la deuxième chambre du Parlement, qui est lui aussi Istiklali. Est-ce que là, du coup, ben, voilà, il pourrait y avoir aussi de nouvelles tensions, en tout cas à ce niveau-là, demandant au secrétaire général d'être beaucoup plus performant dans la négo? Je souligne au passage que le ministère de l'Équipement et de l'Eau s'est retrouvé comme étant le portefeuille, je pense, le plus important. Mais ça, c'est le temps ensuite qui a fait ça. C'est vous qui le dites. Oui, parce que je ne sais pas. C'est les vous critiques, qui le dites. moi, je ne fais que reprendre les critiques internes du parti. Mais qui vous dit que critiquait le fait que le secrétaire général de l'Istiklal, parti qui est arrivé 3e aux élections, n'avait pu, le secrétaire général lui-même, on lui avait octroyé que le département de l'équipement et de l'eau à cette époque-là. Mais qui vous dit que le portefeuille de l'équipement et de l'eau n'a pas été choisi en sachant que ça allait être le dossier majeur? Vous savez que là, le stress hydrique, c'est un sujet qui est là depuis 10-15 ans. Vous l'avez évoqué même avec M. Benhima et qui vous a raconté une histoire dans les années 80. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'était prémonitoire, c'est-à-dire que la nomination de Nizar Baraka en octobre 2021 là, à la tête du département de l'eau et de l'équipement? Tout ce que je vous dis, c'est que ça a été fait peut-être en connaissance de cause. Si Romani Maya, ça sera ma dernière question, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de portefeuilles ministériels attribués à l'Istiklal et un rééquilibrage entre RNI, PAM et Istiklal? Je pense que oui, même si la présidence d'une chambre équivaut à 2 portefeuilles ministériels, donc c'est dans cette logique que ça a été fait. Donc au final, c'est comme si on avait eu 6 portefeuilles. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Maintenant, je pense que le parti de l'Istiklal aurait intérêt à peut-être avoir 1 ou 2 portefeuilles de plus et avec des secrétaires d'État aussi. Merci à vous, c'est Abdel Fassiviri. Donc vous, secrétaire général du parti de l'Istiklal dans 10 ans. 10 ans, on est en 2024, ça veut dire 2034. Vous savez, moi en politique, j'ai appris à aller étape par étape. D'accord. Donc je suis député aujourd'hui. Ouais. Et vous êtes bien comme député? C'est vous qui pouvez le dire. Je ne sais pas, non. Mais bien sur le ring en tout cas. Ouais, très très bien. Merci à vous en tout cas. Merci. Au plaisir.